Il est 8h52 sur studiokalita.com. Nous sommes heureux d'accueillir dans ce studio le Rav Eitan Fison. Boker Tov, Eitan. Boker Tov. Alors, nous allons parler de cette paracha. Nous sommes encore dans les parachiotes du livre de Bamidbar, dans ce désert d'incertitude et dans ce désert de crise, avec des crises qui se révèlent au fur et à mesure que l'on progresse ou que l'on stagne, on va dire, dans le désert. Et là, eh bien, il y a la crise, on va dire, la marloquette par excellence, hein, celle de Korach et de ses proches. Alors tout d'abord, je dirais que le livre de Bamidbar a un rôle très particulier. Il est là pour régler tous les problèmes. Alors tous les problèmes, évidemment, ça commence par les problèmes de l'individu, dans la paracha de Nasso. Après avoir mis en place l'ordre du peuple juif dans la paracha de Bamidbar, l'individu est traité dans la paracha de Nasso. Et ensuite, il y a une triplette pour régler le grand problème qui s'appelle Klal Israël. D'abord, Torah Israël, dans la paracha de Be'alotecha, Eretz Israël, évidemment, dans la paracha de Shlach, et cette semaine, Am Israël, le peuple juif, dans la paracha de Korach. Alors ça veut dire que pour régler les problèmes, il faut d'abord les exposer comme on voit au fur et à mesure. Évidemment. C'est comme quand tu amènes ta voiture chez le garagiste. Je n'ai pas de voiture, mais on m'a dit que tu venais avec un problème et le garagiste a dit qu'il y en avait 12. Voilà. Donc il faut mettre les choses à plat. Alors le problème du Am Israël, concrètement, Rashi nous dit au début de la paracha que paracha zo yafen nidreshet be midrash rabbi Tanchuma Tamid. C'est toujours facile de trouver une explication sur la paracha de Korach. Et oui, évidemment, on parle de disputes à l'intérieur de la communauté. Le rabbin n'a qu'à dire dans sa communauté, voyez, déjà à l'époque ils se disputaient, regardez-nous aujourd'hui. Non mais concrètement, il s'agit d'un problème très profond. Le Talmud, dans le traité de Ta'anit, va nous dire qu'il y a un verset dans le livre de Jérémie qui nous parle des peuples de Kittim et Kédar. On nous dit, ces peuples-là, vont servir des divinités particulières. Les Kittim, qui sont les habitants des îles, où il y a de l'eau en profusion, ont comme dieu principal le feu. Alors que les Kédarim, qui vivent dans le désert, ont du feu a priori à profusion, leur dieu principal, c'est l'eau. Et là-dessus, le Maharal de Prague va nous expliquer que chaque identité humaine recherche, se met comme idéal ce qui lui manque. Alors, qu'est-ce qui manque à Korach ? Vous savez bien, le peuple juif, nous disons bien que 2 juifs, minimum 3 idées. 3 présidents. C'est-à-dire que c'est minimum. Donc ça veut dire que si nous sommes en plein dans la marloquette, notre idéal, et nous le savons bien, Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Nous recherchons cette unité. La paracha de Korach va donc être le moment où il faut vérifier véritablement l'unité du peuple juif. De quoi s'agit-il ? Alors, de quoi s'agit-il justement ? C'est-à-dire là, qu'est-ce qui se passe ? Parce que finalement, Korach n'a pas obligatoirement de mauvaises intentions. Il a une sorte de revendication légitime. Alors, comme toute personne qui a des intentions personnelles très exacerbées, il ne peut pas les exprimer. Il doit d'abord utiliser un argument légitime. Cet argument, c'est « Pourquoi ce serez vous les chefs ?» Voilà. Faisons des élections. L'argument est légitime. On voit dans les commentateurs et au suite de la paracha qu'en vérité, il veut être tout simplement calife à la place du calife. Il veut être Moshe. Ça, c'est pour ce qui est de Korach particulièrement. Mais l'idéal de dire, il n'y a pas de raison, soyons tous unis, soyons démocratiques. C'est ce qu'a dit le président de l'État hier. Il a dit, il n'y a pas d'État juif sans la démocratie. Tout à fait. Alors, c'est une véritable revendication. Le problème n'est pas dans la revendication. Le problème est dans la façon de venir revendiquer. Vous vous rappelez bien qu'il y a dans la Haggadah de Pessah les 4 enfants, et je ne vais pas revenir sur le fait que le rachat est le rachat parce qu'il dit lachem, ma avoda azot lachem, pour vous, il s'exclut, parce que le chacham aussi dit aidot achukim va mishpatim asher tziva Hashem elenu etrem. Le problème, c'est que lorsqu'on parle du chacham, du tam, du she'eno yodea lishol, donc les 3 bons si on veut, ils viennent chacun sur des versets de la Torah individuellement, alors que le rachat vechi yomru alechem machar, c'est-à-dire il vient avec déjà son clan. Le problème de Korach, c'est Korach ve'addato. Dans la paracha de la semaine dernière, paracha de Shelach, nous avons mis en avant l'idée de Eda, le peuple. Même quand il s'agit de gens qui ont fauté, comme les explorateurs. Admataya Eda Ara Azot, jusqu'à quand ce peuple fauteur ? De là, on apprend les notions du minyan. Aïda, le peuple. À partir du moment où Korach vient avec son propre peuple, espèce de... s'il faut remplacer le peuple juif, j'ai de quoi faire. Je dirais même mieux, si finalement Moshe ne s'était pas énervé, parce qu'on voit qu'il s'énerve énormément dans la paracha. C'est la première fois et peut-être la seule. On a déjà vu qu'il était mis en difficulté a priori, qu'il ne savait pas forcément comment réagir quand il demandait de la viande, mais il ne s'était pas énervé. Là, il demande à Dieu, concrètement, punis-les, ne les laisse pas faire. Qu'est-ce qui se passe ? Bien, Moshe a compris, il ne s'agit pas ici d'une simple réélection. Moshe s'en fiche d'avoir sa place à l'Assemblée ou pas. Moshe a ici devant les yeux une réalité. Si jamais il n'y a pas d'intervention,
il sait ce qui va se passer. Korach va prendre ses adeptes et va fonder un autre peuple juif. Lorsqu'il vient déjà avec Ad-Dato, nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Machloket Shei Leshem Shamaim, une machloket qui est avec une bonne intention, c'est Hillel Veshamay. Mais une machloket qui a une mauvaise intention, c'est Korach vers Ad-Dato. Il est là avec son peuple de remplacement, son peuple de substitution. En d'autres termes, à partir du moment où on n'est pas d'accord, c'est Metsuyan. Ça s'appelle être juif, de ne pas être d'accord. Mais tant qu'on peut parler les uns les autres, tant qu'on est dans le même Edda, tant qu'on est dans la même communauté, eh bien très bien qu'on ne soit pas d'accord. Au contraire, ça ne fait que rajouter notre compréhension du divin. À partir du moment où on ne peut plus discuter les uns avec les autres, parce que j'ai mon idée, j'ai mon clan, et je n'ai pas envie de discuter avec le tien, à partir de ce moment-là, même si une partie de ses proches, on les voit après, se sont écartés par la suite. Parce qu'ils ont peut-être compris cette leçon. On Ben Pellet, par exemple. On Ben Pellet, qui était avec Korach au début du film. Qui disparaît. Alors voilà, et au milieu du film, on se rend compte, d'après les Midrashim, qu'il a compris. Il a compris, il veut se rétracter, mais il ne peut pas. C'est sa femme qui lui a fait voilà, comprendre. alors il se dit, ça se fait pas, machin, j'ai déjà signé la pétition. Et heureusement, il a une bonne épouse qui va l'accrocher au lit et qui va le calmer. Voilà. Donc effectivement, ce message, c'est un message auquel on s'attend parce que finalement, on est en train de s'approcher. On est encore tout de suite après la faute des Meraglim, des explorateurs. Mais est-ce que c'est une leçon que les Béné Israël vont retenir, cette leçon de l'unité, cette leçon que Moshe leur transmet à travers l'affaire de Korah? Est-ce que véritablement cette paracha se passe après les explorateurs? C'est ce que vous dites ici. La question se pose. Tous les événements du désert, tous, on peut les dater, que ce soit pratiquement au jour près, ou alors sur une fourchette d'une semaine, 2 semaines. La paracha de Korah, bien que les commentateurs les plaçaient ici, les plaçaient là-bas, il y en a qui l'ont mis après les explorateurs, il y en a qui l'ont mis avant les explorateurs. On peut même comprendre d'une certaine façon, d'après le Rambam dans Ilchot Yesodei HaTorah, qu'elle a lieu avant le don de la Torah au Mont Sinaï. C'est pas clair dans le texte, ce n'est pas clair. La paracha de Korah, on ne sait pas quand elle s'est passée. Peut-être parce que son enseignement est toujours valable. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à cette idée quand on parle de clan. Peut-être un des moments où les clans ont fait le plus de mal au peuple juif, c'était évidemment juste avant la destruction du deuxième temple. Et là-bas, on a l'histoire bien malheureusement connue de Kamtsa et Bar Kamtsa. Une histoire absolument fantastique. Un homme qui certainement devait avoir des contacts dans les médias locaux de l'époque, un homme qui a suffisamment fait un chèque grand pour que son nom ne soit pas cité dans l'histoire. Aou Gavra. C'est un homme qui fait une grande séouda, un grand repas, le grand repas où tout le monde est invité, tous les riches, également tous les rabbinim de Jérusalem. Là-bas, il veut inviter son meilleur ami, son choutaf, son collaborateur Kamtsa. Son envoyé, je ne sais pas s'il a fait exprès ou pas, a invité son pire ennemi, Bar Kamtsa. Lorsqu'il arrive au repas, il le voit et il le met dehors. Alors, l'autre essaye de dire non, écoute, ça se fait pas, je vais payer pour ma place, la moitié de la séouda, toute la séouda. Et les rabbins se taisent. Tout le monde se tait. Finalement, il appelle la sécurité, il le met dehors. Il le met dehors et il va dire Bar Kamtsa, qui est véritablement pas un bon gars dans l'histoire, c'est le bad guy. Il va aller voir les Romains, il va aller dire que les Juifs les ont trahis et c'est ce qui va amener la succession d'événements à la destruction. Maintenant, ce qui m'interpelle, c'est que qu'est-ce qu'il a fait Kamtsa dans l'histoire? Oui. Kamtsa n'était même pas invité. Finalement, il n'était même pas là. Et 2000 ans plus tard, on va continuer à répéter à chaque enfant et à chaque génération, à cause de Kamtsa et Bar Kamtsa a été détruit Jérusalem. La vérité, c'est que même si Kamtsa avait été là, ça n'aurait rien changé. Les rabbinim étaient là-bas. Évidemment qu'ils étaient mal à l'aise. On voit 2 juifs se disputer. Al talbin pnecha vero barabim, ve'avta l'eracha kamocha. Tout le monde était dérangé. Mais quelque part, il y en avait peut-être qui étaient attachés à ce clan et à ce clan. Ça veut dire que pour être uni, il faut savoir avoir un peu aussi du courage. Du courage, et surtout le courage d'être capable d'entendre quelqu'un qui ne pense pas comme toi. C'est pas parce que je pense pas comme toi que ma DA, que mon idée n'est pas légitime. Toute idée est légitime. Il faut savoir l'écouter et savoir comment la faire rentrer dans ce grand melting qui s'appelle Am Israël. Eh bien, Ethan Fison, ce sera la leçon que nous tirons donc de cette paracha grâce à vous ce matin ici sur studiokalita.com. Merci d'être venu jusqu'à ce studio pour nous faire partager donc cette leçon de parachat à Shavua, de la paracha de Korah. C'est la fin de cette heure d'actualité. Il est 9h02. Nous sommes presque précis ce matin sur studiokalita.com. Vous allez retrouver dans quelques minutes les chroniques, les différentes chroniques de Cathy Choukroun que vous retrouverez au fur et à mesure. Ce sont les chroniques habituelles sur comment ça marche, sur Alia Story, sur donc les grandes figures de l'État d'Israël. Vous allez les retrouver tous
dans la prochaine heure. Et en tout cas, pour ma part, je prends congé. Je vous souhaite de passer une agréable journée, un bon Shabbat, Shabbat Shalom et Chodesh Tov, puisque nous entrons ce soir et dimanche dans le mois de Tammuz. Chodesh Tov, Mevorach à tous et à toutes.